Sunday Night Production. Les coulisses de Paris-Nice et la démonstration de Jonas Vingegaard en Italie. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz, présenté par LTDG depuis Nice. Et ouais, parce qu'on est encore à Nice, on est lundi matin, le Paris-Nice est terminé hier. Et nous là, on doit rendre notre Airbnb dans 40 minutes, donc on enregistre le podcast. On va vous raconter toutes les coulisses qui se sont passées sur le Paris-Nice. On a rencontré toutes nos stars, Remco. Roglic, on a rencontré tout le peloton fait pour le tour. En fait, on était auprès d'eux pendant une semaine à traîner sur les paddocks, sur les lignes de départ, sur les lignes d'arrivée. Et on va raconter un peu tous nos ressentis sur cette première course par étape UCI World Tour en France. Mais avant ça, je vous propose qu'on passe à notre première rubrique, les résultats en 2 spi. Alors Grégoire, je te propose qu'on commence par la course qu'on a un peu moins suivie parce qu'on était sur le Paris-Nice toute la semaine. Je pense que ça vous a pas échappé sur les réseaux. Et si ça vous a échappé, je vous invite à aller voir notre travail sur YouTube, Instagram et TikTok, LTDG-du-bas sport ou la tête dans le guidon sur YouTube. On a fait du coup nos nouveaux reportages en inside avec des vidéos YouTube tous les jours. Ouais, cette fois-ci, on a joué un nouveau format. On a fait un nouveau format, on était sur YouTube, mais on y reviendra plus tard. Je te propose que là, vraiment, on parle du Tirreno Adriatico, donc un peu le frère jumeau caché de Paris-Nice en Italie, tu vois, le bas de... C'est un peu les deux courses qui se fight à cette période. T'as Paris-Nice et Tirreno. Et du coup, les deux courses, elles sont en concurrence. Et d'ailleurs, Tirreno met de plus en plus de montagnes pour pouvoir attirer des grands grimpeurs. Et cette année, c'était Vingegaard qui était sur la course. Et qu'est-ce qu'il a fait, Vingegaard ? Ils ont réussi leur course parce que cette année, ils ont réussi à faire devenir Jonas Vingegaard. Et Jonas Vingegaard, il a écrasé la course. Alors, au début, sur le premier chrono, quand c'est Juan Ayuso qui s'impose devant Filippo Ganna et Jonathan Milan. Donc honnêtement, on s'est dit putain, Vingegaard pas si bien que ça finalement. Ouais, à noter sur avec le nouveau casque de chrono, tu sais. Ouais, bon, c'est du marketing. On en reviendra. Nous, on a pu le voir de près. À mon avis, Lucie va le bannir dans pas trop longtemps. Mais surtout, ouais, pas très bon chrono de Jonas Vingegaard, mais très bon chrono d'un petit français, Vauquelin, Kevin Vauquelin, qui a fait plutôt. Et même Romain Grégoire a fait un bon chrono. Ouais, nos Français avaient bien commencé. Et sur la deuxième étape, c'est les sprinters qui s'y sont expliqués avec encore un bon résultat français. Philipsen qui gagne devant Merlier et Axel Zinglet qui fait 3ème, mais qui est resserré au sprint par Guimay qui fait des sprints tordus en ce moment. Ouais, Je sais pas si t'as vu les arrivées. Bini, on t'adore, mais Bini, tiens ta ligne, frérot. Bini, il zigzag, genre vraiment en ce moment, et sur les sprints, mais c'est pas grave. Bon, Zinglet qui prend quand même une belle 3ème place. Le lendemain, il fait 5 sur la victoire de Baos. Et il se refait resserrer en plus le lendemain, je crois. Non, en fait, le lendemain, il se fait serrer contre les barrières et il tombe. Ouais. Il y a un mec qui tombe et qui le pousse contre la barrière, et du coup, il y a une chute alors qu'il était dans les 6 premiers dans le dernier virage. Et la belle surprise, c'est Vauquelin sur le podium qui prend des bonifs, mais surtout qui a anticipé le sprint dans une étape où c'était humide. Je crois que c'est un peu décousu. Là, on a la 3ème étape. C'est bien Phil Baos qui l'impose devant Milan et Vauquelin. Et du coup, c'est sur cette étape que Axel Zinglet fait 5ème. C'est ça ? Non, là il tombe. Ah, pourquoi tu me dis qu'il a fait 5ème ? Parce que c'est le jour d'après qu'il fait 5. Ah, et le jour d'après, encore un sprint. Et Jonathan Milan qui était plutôt en forme cette semaine, qui vient battre Philipsen au sprint devant Cormingscron 3ème. Et là, il y a une belle chose qui arrive sur cette étape, c'est que Milan, le jeune italien, prend le maillot de leader, le Cyclamen. maillot Azzurra. Il prend le maillot Cyclamen aussi, mais le maillot Azzurra, le maillot bleu de leader du classement général chez lui en Italie. Et ça a été un moment spécial pour lui. Je pense qu'il devait être super après heureux. son bon Giro 2023, Jonathan Milan, tu vois, c'était un gars que je surcotais un peu. Je disais ouais, il a bien réussi le Giro 2023, mais en même temps le plateau des sprinters n'était pas incroyable. Mais finalement, il vient taper Philipsen au sprint, donc il marche. Quand je t'ai parlé du plateau des sprinters à Tirreno, tu me disais ouais, mais Milan, tu peux pas le mettre dans les meilleurs sprinters du monde. Bah au final, vous allez voir qu'il a fait une super semaine. Ensuite, il y avait les 2 étapes de montagne. Et là, il n'y a pas eu photo, 2 fois le même classement. Vingegaard, Ayuso, Hindley, c'était les 3 plus forts. Et ça se revoit souvent en montagne. Aujourd'hui, on parle de watts kilo en montée. Bah, c'est simple, hein, celui qui a les plus hauts watts kilo, donc celui qui met la plus forte puissance par rapport à son poids, l'emporte. Vingegaard meilleur que Ayuso, meilleur que Jai Hindley. Moi, je suis pas tout à fait d'accord de toi quand tu dis que c'était les 3 meilleurs. Notamment le premier jour quand Vingegaard attaque, les 2 seuls qui sortent derrière c'est Hindley avec Ben O'Connor et il n'y avait pas Ayuso qui était dans un groupe derrière. Je suis d'accord, mais Ayuso termine devant. Oui, au final, oui, parce qu'il y a eu un autre mec qui était très très fort. Au final, c'était Isaac Del Toro qui a énormément travaillé pour Juan Ayuso et qui, malgré ça, fait quand même une course de fou furieux. Il fait quand même 4 du général alors qu'il était équipier. Et enfin, franchement, trop fort. Pour moi, en fait, t'avais vraiment 5 mecs qui sortaient du lot.
Et c'est le top 5 en fait. Vingegaard, Ayuso, Hindley, Del Toro. Et je rajoute Ben O'Connor qui Et comment était pas loin de pouvoir accrocher les roues au bon moment. Mais bon, après, Ben de la Decathlon G2R, donc d'équipe française, qui marche souvent sur le critérium. L'année dernière, elle n'avait pas trop marché sur le Tour de France. Mais donc, c'est des grimpeurs qui montent en puissance. Et à l'opposé, à Paris-Nice, c'était Félix Gall et Aurélien Paré-Peintre. Donc, AG2R, Decathlon AG2R. Decathlon AG2R commence à avoir une belle équipe de grimpeurs. Et je pense que c'est ce vers quoi ils veulent se tourner au futur. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on va revenir à Tirreno encore une fois. Et sur la dernière étape, qui vient doubler la mise sur ce Tirreno et récupérer le maillot de Cyclamen? Milan devant Christophe, un revenant, lui qui a rejoint la UNOX. Et Davide Cimolai qui fait 3ème. Jonathan Milan, super sprinter. Au niveau des maillots sur le classement général, c'est bien le leader du classement général, donc le maillot Azura, c'est Vingegaard. Le maillot de la montagne, le maillot vert, c'est bien Vingegaard qui le prend. Au sprint, c'est bien Jonathan Milan qui vient prendre le maillot Cyclamen et le maillot blanc du maillot jaune. Et pour Juan Ayuso qui termine devant son coéquipier Isaac Del Toro. Magnifique. Je trouve que le recrutement de la UAE cette année pour accompagner Pogacar en montagne est assez impressionnant. Ils arrivent au niveau de quasiment de la Visma Bike. Quasiment. Ouais, le truc c'est que là, c'est des mecs qu'on voit performer à ce niveau-là qui sont censés être des équipiers de Pogacar sur le Tour de France et ça a été un peu similaire sur Paris-Nice. C'est des, bah, vous l'avez vu, hein, c'est un équipier du Tour de France de Vingegaard qui s'est imposé sur le Paris-Nice. Donc ouais, mais tu vois, c'est j'ai dur pour une les petite autres stat, équipes. Grégoire, une petite stat, c'est un doublé historique pour la Visma Bike qui remporte la même semaine le Tirreno Adriatico, la course entre les deux mers, et le Paris-Nice, la course au soleil sans C'était le soleil jamais cette arrivé année. C'était Quoi jamais arrivé. Je crois que c'est la première fois, ouais. J'ai cette info. On repart sur les mêmes bases que de Ouais, l'année c'est dernière. assez costaud. On repart Mais, sur les mêmes bases que l'année dernière avec les 3 grands tours qui peuvent être remportés. Là, les 2 premières courses UCI par étape, enfin les 2. Il y avait le tour du UAE, mais Ouais, non, c'est la en première fois que ça Europe, arrive, ouais. il s'impose. Ouais, en tout cas, moi, petite dédicace à Kevin Maupin qui vient faire un beau top 10, tu vois, le petit français. Et Romain Grégoire, tu vois, qui moi, je le pensais sur le chrono, il était trop bon. En montagne, il était super bon. Je le voyais plus comme un puncher sprinter, tu vois, plus Mais comme ça un marche pur en Alaphilippe. montagne. Mais en chrono et en montagne, ça marche. Oui, mais tu vois, Pourquoi Romain pas le Grégoire, voir sur des courses par étapes bah d'une ouais, mais semaine. moi je le vois un peu comme un Alaf ou un Remco. Il a un profil très, très puncher, il peut gagner beaucoup de courses d'un jour. Alors si on le transforme pour qu'il devienne grimpeur mais qu'il joue que des top 10, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas plutôt le coup qu'il reste électron libre? Est-ce que tu penses pas qu'ils font ça parce que justement il y a beaucoup de rumeurs, le départ de Martinez, parce qu'on sait que là c'est très touchy, même il y a des journaux très sérieux Il y a de des la rumeurs. Gazeta dello Sport qui disent que c'est fait, tu vois, de Lenny Martinez à la Bahreïn Victorious, donc peut-être qu'ils se disent ah mince, faut qu'on se replie vers un Romain Grégoire pour les classements généraux. Ouais, mais moi, comme je te dis, j'ai peur qu'on transforme encore une fois ce profil puncher grimpeur qui peut gagner les courses d'un jour avec une bonne pointe de vitesse. Est-ce que ça vaut le coup de transformer un gars pour qu'il fasse des top 10 Ou alors quoi il le transforme pas et ça se trouve enfin, tu sais c'est les premières courses pro, les courses UCI, c'est les premières fois qu'on le voit là-dedans, donc ça se trouve c'est juste aussi un crack en montagne, il est très bon en chrono aussi et ça lui enlèvera aucunement sa pointe de vitesse et sa capacité à puncher, tu vois, donc J'espère. pour moi c'est trop tôt pour juger de tout ça. En tout cas dédicace à eux, on peut Il fait aussi... 13ème, hein, je sais pas si on l'a dit, il fait 13ème juste derrière Henrik Mas. Donc voilà pour le situer un peu au classement général. Très belle course. À noter qu'on a des petites nouvelles de Romain Bardet qui a quitté le Tirreno Adriatico sur une chute en descente et il a une citation que je vais vous lire. Coup sur la tête, difficile de quitter la course sur une erreur de ma part. Hormis la commotion, je suis chanceux de m'en tirer aussi bien à cette vitesse. Un grand merci à DSM Firmenich Post NL pour la diligence et les soins. Donc voilà, Romain Bardet qui a chuté en descente sur une erreur personnelle. Et un peu déçu pour lui, sachant que Romain cette année... il voulait bien performer. J'espère que ça va pas lui tenir rigueur pour la suite de la saison. Mais d'après ce qu'on a vu, il a pas l'air. Il n'y a pas de signe alarmant. En tout cas, il ne les fait pas ressortir sur les réseaux sociaux. Grégoire, je te propose qu'on passe aux résultats de Paris-Nice. Avant d'aller plus en profondeur par Paris-Nice, on finit notre rubrique les résultats en deux spi. On va vous dire rapidement les résultats et après on passe à l'analyse et surtout nous on vous emmènera dans les coulisses parce qu'on était au plus proche des coureurs. Astrolénion, on se fait une étape après l'autre. Allez, étape 1, je commence. Ouais. Olaf Koy s'impose devant Mats Pedersen et Lorenz Pitti. C'est le début d'une super épopée pour Lorenz Pitti puisque le lendemain il termine deuxième derrière Erwin De Klein et devant Dylan Groenewegen et il prend le maillot jaune de leader pour la Groupama FDJ, magnifique.
Magnifique. Le lendemain, il y avait les superbes casques de chrono de la Visma Lease Bike qui étaient sortis, mais c'est un nouveau cadre qui s'est fait reconnaître, qui s'est fait voir. C'est le nouveau cadre Colnago de la UAE Team Emirates qui viennent remporter le chrono par équipe. Ouais, le collectif de la UAE énorme, ils viennent remporter le collectif et j'ai même pas mis le classement parce qu'ils ont pris les 4 ou 5 premières places. Remco et tous les autres favoris ont perdu du temps. Roglic avait déjà perdu quasiment le Paris-Nice sur cette étape. Le lendemain, étape très punchy au Beaujolais à la maison. On avait fait la reco, on savait à quoi s'attendre. Et les favoris ont laissé partir deux gars comme ça, anodin. Buitrago qui termine premier devant Luc Plapp qui prend le maillot jaune et Mathias Kelmose qui vient sauter sur la ligne Remco Evenepoel en haut du Mont Brouilly. Première surprise, on se dit Première que surprise et c'est là qu'on se dit que Remco il est peut-être pas si bien cette semaine. Remco et Roglic ne sont peut-être pas si bien cette semaine parce que Roglic il est carrément loin dans le sprint au sommet du Mont Brouilly. Et puis un petit Australien qui, on sait qu'il était quand il était à la Ineos, il avait été pris sous son aile par un certain Richie Porte qui était le dernier Australien porteur du maillot jaune sur Paris-Nice. Donc c'était un petit fait historique. Et le lendemain, c'est un jeune sprinter néerlandais qui s'impose, Olaf Koy qui fait le doublé devant Mats Pedersen et Pascal Ackermann dans les rues de Sisteron. Le lendemain, encore une superbe étape. C'est à ce moment-là que Remco Evenepoel et les autres favoris perdent le général parce que un trio s'échappe dans le circuit final. Skelmose, Malcuti et Jorgensen. Ça sera le même classement général. Skelmose qui ratonne un peu parce qu'il jouait pas le général. Il vient sauter sur la ligne. McNulty et Jorgensen. McNulty prend le maillot jaune pour la UAE. Et Jorgensen se place très bien au général. À noter que cette semaine, Matteo Jorgensen avait dit que c'était son seul objectif personnel de la saison parce que il épaulera l'équipe des classiques sur les Ardennaises et Vingegaard sur le Tour de France. Du coup, c'était son seul objectif perso. Lui qui habite à Monaco ou à Nice. Il habite à Nice ou Monaco, je sais pas, mais en tout cas il parle très bien français et très surpris de le voir parler aussi bien français en salle de conférence de presse hier. Mais ouais, c'était son seul objectif de la saison, seule fois où il allait être leader sur une course à étapes et il le rend bien et il va bien sur les classiques, il va bien sur les courses par étapes. Et le lendemain, par contre, en montagne. En fait, ce qui s'est passé avant juste pour mettre les montagnes, c'est qu'il y avait une météo un peu dantesque. T'es pas d'accord ? Si, la météo était folle, mais oui, c'est vrai que il pleuvait. Non, mais du coup, l'étape a été raccourcie et l'étape a été transformée. Ah oui, au lieu de passer la Couillole et d'arriver à Oron en station, ils arrivent à la Madone du Tel. Et là, Roglic pas bien, la joue très intelligent. Enfin, peut-être que ses adversaires savaient pas qu'il était autant pas bien que ça, mais en tout cas, il laisse partir Vlasov qui va contrer un certain Egan Bernal qui a plutôt bien performé cette semaine. Il allait prendre les bonifs en fait. Je pensais qu'il avait attaqué, mais il a juste fait le sprint pour les bonifs, Bernal dans la montée, et après il s'est fait manger en fait. Ok, d'accord, voilà, donc il a pris les bonifs. Vlasov contre, bref, quelques kilomètres plus loin. Et là, personne peut y aller, tout le monde se regarde, il y a que Remco qui roule. Roglic dans la roue. Roglic qui est derrière, qui prend pas de relais forcément parce qu'il y a Vlasov devant. C'est là que la Bora Hansgrohe montre qu'ils ont un gros collectif cette année. Et en fait, Roglic n'était pas si bien, mais c'est Vlasov qui va s'imposer au sommet et le beau top 10 d'Aurélien Paré-Pointe qui termine 9ème. Et qui prend du coup la 9ème place du classement général à ce moment-là. Et on se dit, Aurel, qui était censé épauler Félix Gall, son leader pour des décathlons G2R, se retrouve leader pour la veille de la dernière étape et on lui a parlé, il avait des bonnes jambes. Moi, on en reviendra dans le focus. Là, on va se prendre la dernière étape. Réaction de champion pour un champion, Remco Evenepoel qui met 3 patates entre le 50e et le 40e kilomètre, enfin entre 40 et 50 km de l'arrivée. Il met 3 patates, 3 sacoches, le mec, ça part pas. La dernière, ça part. T'as d'abord un certain Jorgensen, le seul qui peut accrocher la roue, et un Vlasov qui essaye de s'accrocher mais qui pètera quelques kilomètres plus loin. Et finalement, Remco va faire le chemin tout seul en demandant juste quelques relais à un Jorgensen qui va quand même lui faire le sprint au sommet du Col d'Es pour prendre les bonifs. Remco, à ce moment-là, il savait qu'il prendrait pas le général à Jorgensen. Et il l'a dit en conférence de presse juste après, à 40 km de l'arrivée, je savais que je gagnerais pas le général parce qu'on était en conférence de presse avec lui hier. Et du coup, il jouait l'étape et c'était le rôle. Du coup, il était très content hier. C'était marrant de le voir aussi content. Hein. Il était happy. En vrai, je le comprends, c'est sa première course en France, je crois, tout simple, à part le chrono des nations. Par étape en France, ouais. À part le chrono des nations, ouais, c'est ça. Et je pense qu'il a kiffé l'ambiance. Il était souriant toute la semaine. Salle de presse le soir, trop content. Il répondait à tous les journalistes. Il a pris sa petite victoire. Il fait 2 du général. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire que c'était pas son gros objectif. Un Jorgensen, il l'avait classé comme gros objectif. Un Evenepoel, non, pas du tout. Il voulait juste remporter. Il a remporté son étape. Il fait 2 du général. Il a le temps jusqu'au Tour de France. C'est son gros objectif de la saison. Donc limite, je préfère le voir comme ça. Un Remco pas au top, mais qui performe, qui gagne quand même. Et heureux.
et heureux que plutôt, tu vois, à l'image d'un, par exemple, David Godin l'année dernière qui avait fait un super Paris-Nice et qui derrière avait rien fait au Tour de France. Sur le classement en général, du coup, ça donne Matteo Jorgensen qui remporte du coup le général. Félicitations à lui, lui l'américain de la Visma Lease Bike, devant Remco Evenepoel, du coup, deuxième général pour la Soudal Quickstep, et Brandon Matuni pour UAE qui perd son maillot sur la dernière étape et qui termine troisième du général. Au niveau des maillots distinctifs, du coup, Matteo Jorgensen prend le maillot blanc, le maillot jaune, et Remco prend le maillot à poids de meilleur grimpeur et le maillot vert de meilleur sprinter. Marrant de le voir avec un maillot vert. D'ailleurs, il arrive en conférence sur le podium et ils m'ont été dans les coulisses. Il arrive, il fait putain, je ressemble à Mark Cavendish comme ça. Est-ce que je ressemblerais pas à Mark Cavendish finalement? Et oui, il est costaud en en vrai, vrai. petit Rabelais un peu costaud, ça peut le faire. Ou Caleb Ewan, tu vois, un mec bien. Ah, peut-être pas autant, t'as vu ses mollets à Oman à Caleb. Ouais, putain, Caleb, il est sécos, hein, Ses frérot. mollets, mec, on dirait les bras de Thibaut InShape. Donc voilà pour les résultats en deux speed. Je vous propose qu'on passe à la deuxième rubrique, le focus, avec l'analyse du Paris-Nice. Alors, mon Antoine, ce Paris-Nice, au bord des routes, on était dans les coulisses. Bah, moi, j'ai plusieurs petites questions. Enfin, on a pas mal de choses, je pense, sur lesquelles on va devoir revenir. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que t'as pensé de la première étape au Muro? Comment était l'ambiance? C'était un dimanche? C'était peut-être le jour où il y a eu le plus de monde? Alors, faut savoir que nous on a vécu le Paris-Nice de l'intérieur. Nous on n'est pas journaliste, on a vraiment un métier différent. On est content créateur de contenu. Donc l'idée c'est va être de vous montrer sur nos réseaux sociaux et même dans ce podcast à l'oral toutes les coulisses de la course, donc tout ce qui enrobe la course, tu vois. Et du coup, on a eu l'occasion de croiser des coureurs, de voir un peu l'ambiance au sein des équipes, de voir le public. Et du coup, c'est plutôt ça qu'on va vous parler. Le départ au Muro, j'ai trouvé cool. C'est cool de montrer le cyclisme un peu aux classes qui n'ont pas l'habitude de voir le vélo. Ah, Et c'est du coup, clair, il y c'est avait clair. du monde de ouf. Il y avait pas mal de monde. Les gens étaient surpris de voir une course de vélo vers chez eux. Et je pense qu'ils sont vraiment pas habitués. Alors, il va y avoir quelques épreuves des JO, je crois, vers là-bas. Et il y avait du monde dans la rue. Pour moi, ces jours, il y avait plus de monde parce qu'il Ouais, pleuvait ouais. pas au final. Ouais. Et, Bah, à Nice, il y avait du monde quand même hier. et c'est le début de notre semaine où nous, on s'est lancé tous les jours un challenge sur YouTube. On a recruté un vidéaste cette année qui s'appelle Alex. On lui fait la bise s'il passe sur le podcast et qui nous fait des vidéos YouTube. Et tous les jours, on se lançait un challenge. Et le challenge, ce premier jour-là, c'était de donner une veste qu'on avait fait dessiner, No Risk, No Glory, à un certain Primoz Roglic. Et bah, c'était le premier échec de la semaine. Ouais, premier défi, premier échec, mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de monde devant le bus et tellement de pression pour sa première course avec la Bora Hansgrohe. Faut savoir qu'il était à Visma Lease Bike l'année dernière, que je pense qu'il a pas eu le temps. On est allé voir sa RP, donc responsable presse nous avait dit ouais, c'est ok, tu peux. Et il y avait tellement de monde que on n'a pas pu l'attraper. Mais de toute façon, on va pas trop en dire. Je propose que si vous voulez voir, il y a 8 épisodes sur les Ouais. 8 étapes de Paris-Nice qui On sont allait retrouvées voir sur notre Egan YouTube, la tête Bernal. dans le guidon. On a rencontré des Bernal, des Remco, des Roglic. Et du coup, moi, je propose plutôt qu'on essaye de. Bah, tu vois, c'était la première fois qu'on croisait Remco, c'était la première fois qu'on croisait Roglic. Peut-être dire ce qu'on en a pensé. Et bah tu vois Roglic, du coup moi Roglic, ce qui s'est passé, c'est que donc sur la première étape j'ai pas réussi à le prendre. Vous irez voir la vidéo. Je pense qu'il comprend pas bien ce que je lui dis avec le monde et tout. Il est un peu paumé et en plus de ça je pense qu'il a la pression. Mais du coup le dernier jour il était beaucoup plus chill. Et on a même rencontré toute sa famille, Ouais, mec. on Son a- fils, il portait la veste et tout. Trop on mignon. allait voir sur le paddock et on lui a donné la veste, on lui a expliqué et il était super content et il l'a mise à son fils et du coup après j'ai parlé à sa parce que Primoz Roglic habite Nice, donc on a parlé à sa famille, sa femme et Son sa- fils qui est à sa l'école. belle-sœur. Son fils qui est à l'école française. Son fils qui parle français et on leur a parlé, ils étaient vraiment très gentils et on a donné la veste le matin et j'ai reçu un message qui m'a vraiment touché. Il me dit ouais, en fin d'après-midi là à 16h-17h, donc quand la course était bien finie, et bah le fils de Primoz il portait encore ta veste alors que la veste était trop large pour lui et j'ai trouvé ça vraiment vraiment beau, c'est un truc qui m'a touché. Et là où je me suis dit en fait Toi, ça t'apportait beaucoup de donner cette veste à Roglic. ouais parce que C'est un mec que tu kiffes, que tu admires. Enfin, je sais que par exemple, moi, genre, je vais être moins entre guillemets fan. Je m'en fous d'aller parler aux coureurs, ou alors si j'ai vraiment un truc à leur dire, c'est cool. Toi, t'avais vraiment besoin de partager ce moment avec Primoz. ouais, moi c'est pas la fan, c'est des gars comme je l'ai dit, c'est des mecs on l'a fait avec Bernal aussi cette semaine, c'est des mecs qui m'ont inspiré. Enfin là on fait moins de vélo et tout, mais à moi je roulais beaucoup 20 000 bornes, je m'affichais beaucoup de souffrance et on s'est mis tard au vélo. Et en fait, je me retrouvais dans Roglic parce que Roglic s'est mis tard au vélo. Comme moi, il était pas très à l'aise sur le vélo. Et du coup, je me retrouvais bien en lui. Parce que derrière, en fait, même si t'es pas très à l'aise sur le vélo, bah, niveau VO2 max, niveau puissance, c'était un des meilleurs. Puis finalement, il y en a un qui a Et c'est un gagné des des grands meilleurs. tours et l'autre qui enregistre des podcasts dans un Airbnb de 20 mètres carrés. Oh, merci mec, ça fait plaisir. Mais bref, du coup, Avec un bonnet et des lunettes cheloues alors qu'il est en intérieur, genre. tu me saoules là. Et du coup, non, vraiment un mec super gentil. Et du coup, il a pris bien le temps, il m'a serré la Je main. pense Et que tu sa vois, femme très très gentille. Tu vois, je pense que de ressenti, on l'a trouvé plus froid ou alors plus distant, peut-être qu'un Remco.
Mais en vrai, culture slovène, c'est pas connu pour être les pays Oui, c'est ça. les plus ouverts. Enfin, Je pense c'est qu'il est des timide pays- en fait. Ouais, et puis il y a peut-être le timidité, puis le truc de aussi, bah, C'est une vrai, énorme star. en vrai, quand t'es sur les paddocks de Paris-Nice, t'as 2 bus qui sont pleins quand il y a les coureurs qui sortent. Alors que t'es en France, t'as Laboransgreux pour aller voir Primoz et t'as le bus de la Soudal pour aller voir Remco. Ouais, c'est ça. Avec un petit plus pour le bus de la Soudal de Remco, c'est la Soudal Quickstep, mec, c'est abusé. Mais hein. d'ailleurs, nous, on allait voir Remco. Là, on clôture sur Roglic, mais on allait voir Remco. Et Remco, nous, on nous avait dit. Remco, c'est un peu. Quand il veut. C'est une vraie star. On le voit dans son comportement. Quand il veut pas, il veut pas. Quand il veut, il veut. Et du coup, on va dans son bus. Il y avait du monde de ouf. Et on voulait jouer au foot avec lui. Vous savez qu'il a été footballeur. Il était à la limite de devenir pro, mais il a fait le choix d'aller dans le Il était cyclisme. chez les jeunes, ouais, il était chez Anderlecht. Ouais, Bah, c'est son ça. histoire, elle est drôle. Capitaine d'Anderlecht. Ouais, et un jour, son coach, il lui dit vas-y, il va faire un marathon. Et je crois qu'il explose des temps au marathon de Bruxelles. Et après, il dit bon, mets-toi au vélo. Parce que c'est sport national en Belgique. Et du coup, il s'est Arrête mis au le vélo. foot. Et maintenant, il écrase tout sur le vélo. Et C'est du coup, comme on moi allait- quand je t'ai dit, mec, mets-toi à la création de contenu, arrête le vélo. Tu vois, genre, je change de discipline. Et du coup, on a le petit Remco, on lui propose de jouer au foot et il y avait du monde de ouf. Et Noah, il fait les gars, je reviens après. Le petit Remco qui l'a Mais, appelé. il est petit, il rentre dans la poche. Hein. Quoi Il rentre dans la poche, Remco. Ouais, il fait ta taille quoi. Non, il est petit. Ouais, il fait 1m73, tu fais 1m60, on fait Soit- 1m75. Je fais 1m76, frère. Ouais, Je mais- fais 1 cm de plus que Ça Watt. y est, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux t'as fait ça juste pour mettre sur ta carte d'identité. Mais bien sûr, frérot, c'est marqué sur la carte d'identité. Je fais 1 cm de plus que toi, c'est tout. Donc, le petit Remco, laisse-moi finir. Il est revenu jouer au foot et très sympa. Il nous a accordé la parole en disant vraiment gentil, agréable avec nous. Et tu vois, au départ, on voulait juste le faire tirer dans la cage. On s'est dit, ouais, si on lui fait faire plus, ça durerait trop longtemps. Et après, il fait. Du coup, il shoot dans la cage et il fait. Mais c'est trop facile. Et là, on fait. Bah, fais un tour du monde. Fais un tour du monde. Et donc, il y a un gars qui s'approche de Remco et qui lui fait bon, je peux prendre un selfie. Et Remco, il fait attends, là, je fais un défi. Ouais, bref, Remco, vraiment un mec hyper cool qui a pris le temps de faire du truc avec nous. Tu vois, il nous a demandé ah, vous faites quoi C'est Et- quoi votre média? Enfin, c'est quoi votre chaîne YouTube ou Insta? Et le soir, il est venu aussi liker la story et tout. Du coup, ça prouve qu'il a regardé, qu'il s'intéresse. Après, c'est des mecs qui sont tellement médiatisés que c'est quasiment impossible de les avoir. Et qui prennent le temps de venir te voir, de prendre un peu de temps avec toi, ça fait vraiment plaisir. En fait, je pense que quand ils comprennent que c'est des jeunes qui sont là pour kiffer, que c'est pas du journalisme, et ben ils kiffent. Après, Ouais, tu ça- vois, que c'est pas prendre tout le temps. Des fois, tu sais, il est hyper hard dans ses réponses dans les interviews parce qu'il est nerveux et que c'est les questions. Il est énervé, c'est les questions des journalistes. Voilà, nous, c'est que c'est détente. On l'a déjà vu sur des vidéos sur YouTube avec Average Rob, tu vois, des Ouais. gars comme ça. Donc ça veut dire que quand même, il est ouvert à ce monde-là. Et puis voilà, c'est aussi un mec qui sait faire en com, qui aime être derrière les caméras. Et c'est pas pour rien qu'il s'est payé une équipe, des vidéastes pour lui faire des vidéos YouTube, tu vois, sur ses entraînements en saison off. Hein. Ouais, et même mine de rien aussi, nous, sans dire que voilà, on commence aussi à faire partir du paysage cyclisme, même si on est tout jeune dans ce milieu-là. Et du coup, tu vois, et ben, il nous voit un peu sur les courses. Je pense que nos reels, il doit tourner parce que lui, il parle très bien français. Hein, Remco, il est belge, mais il parle français. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus cette semaine. Il y a eu énormément de personnes qui nous ont demandé des selfies et grosse dédicace à Léonie. Ouais, Léonie, c'est une abonnée. Moi, j'avais vraiment envie de la dédicacer. Qui nous a fait une pancarte. Elle a respecté les couleurs de la tête dans le guidon. Elle a écrit ça. Et puis, elle nous a fait signer la pancarte. C'était trop mignon. Et alors, c'est juste trop ouf d'avoir juste des retours comme ça. Ça veut dire que le travail plaît. Et genre, c'est juste la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Que des gens juste viennent nous dire. Même le nombre de personnes, en fait, de tout âge qui viennent nous arrêter. Là, je sais pas, les gars, continuez. C'est cool, c'est jeune, ça change. Moi, enfin, honnêtement, c'est toujours surprenant d'avoir autant de retours positifs et des gens qui kiffent ton travail, genre c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool et ça te donne envie d'encore plus te buter, entre guillemets, de pas arrêter de travailler parce que tu sens que bah voilà, t'as envie de parler du vélo, t'aimes de ce dont tu parles. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est rajeunir le vélo et que le maximum de personnes fassent du vélo, jeunes et moins jeunes, parce qu'on sait qu'on touche pas forcément que les jeunes, même si on parle avec le langage jeune. C'est juste essayer de rendre ce sport vraiment fun, comme ce qu'il fait dans plein d'autres sports, quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai envie de te parler d'un autre gars qu'on est allé voir, d'un autre gars qu'on a rencontré, un gars que toi, encore une fois, tu l'admires et t'as une forte histoire avec lui de par ton voyage en Colombie, c'est Egan Bernal. Ouais, moi, donc pour ceux qui ne remettent pas, j'ai fait 6 mois d'échange en Colombie. Donc, Stroligno, je suis parti en échange universitaire et j'ai fait que du vélo là-bas. Donc, à tel point que voilà, je roulais avec les semi-pros et avec les pros de la Team Medellin, Continental. J'avais croisé Daniel Felipe Martinez là-bas. Enfin, bref. Et du coup, quand j'y suis allé, c'est le moment où Egan Bernal a eu son accident. Et c'était un drame national. Genre, la Colombie, là-bas, le vélo, c'est le sport numéro 1. Ouais, bah il se prend le bus, là on s'en souvient, un vélo de chrono. Et du coup, là, t'es allé le voir. Et en fait, c'est encore une abonnée, Géraldine, qui est une photographe, qui fait des super photos qu'on croise de temps en temps sur les courses, et qui nous a donné une super photo qu'elle avait de Egan Bernal à lui faire passer.
Et du coup, on allait le voir au bus un matin. On a bien rigolé avec le gars qui gère les relations presse de la Ineos. Et du coup, bah, on a bien rigolé avec lui. On allait voir Egan après. Et on a donné la photo. Et pareil, émouvant, le gars, super heureux, trop content. Ouais, hyper intéressant. Il a demandé qui a pris la photo, voilà. Et puis après, moi, je lui ai dit que j'étais parti en Colombie, donc ça me faisait plaisir. Et il était hyper cool avec moi. Il fait ah, il me parlait du coup. En fait, l'espagnol colombien est très différent de l'espagnol d'Espagne, dans le sens où il y a plein de petites expressions. Donc, je lui ai Il parlé parle mal. C'est qu'il parle mal en vrai. Oui. Oui. Ouais, non, mais là, Egan, il est très calme. C'est vraiment un amour très gentil. En plus, c'était la veille de l'étape Rennes. Non, c'était le matin de l'étape Rennes, donc tu vois, il aurait pu être stressé, il aurait pu dire, j'aurais compris qu'ils disent, bah attends, c'est pas le moment et tout. Là, il a pris une minute, tu vois, ça dure pas plus longtemps, mais une minute, ça. Il a pris une minute dans la bosse. Ou pour te parler, genre au Coup bus. dur. Non, mais en plus, il a attaqué, il a fait. Peut-être que si t'avais pas parlé, il aurait pris que 50 secondes. Il a fait les bonifs en plus, quel crack. Non, mais bref, très bon moment, un mec très accessible et ça fait trop plaisir de les côtoyer et de faire partir de ce paysage et d'aller les voir. D'ailleurs, en fait, nous aussi, on est, enfin, je dis pas proche, mais on connaît bien les Français. Les Français ils nous connaissent, regardent nos vidéos, regardent ce qu'on fait. Du coup, tu vois, quand on va voir les Français, c'est trop drôle. Genre, t'as le moment où, par exemple, sur le Mont Brouilly. T'as le groupe Eto qui arrive avec Brian. Ah oui, et Brian. Le car il arrive dedans. Et je fais, oh Brian, ils sont arrivés depuis 20 minutes les autres, qu'est-ce que tu fais? Et il nous regarde, il fait, ah les gars, je me suis arrêté prendre un café en bas, super bon. Alors qu'il était quasiment encore en course quoi. Moi je kiffe Raël parce qu'il a tout le temps le sourire, Ouais, peu importe ce qui se passe. Et cette semaine il a eu de la malchance, par exemple à Sistory il s'est fait bousculer dans le sprint final. Du coup il nous a expliqué et Il est tombé sur son cadre. Ouais, il est tombé sur le cadre, du coup il a des clips et alors qu'il était genre dans les 20 premiers, il s'est retrouvé dans les 70, il a jamais pu remonter. Mais c'est un gars qui a tout le temps le sourire et je kiffe. Et puis même genre le premier jour quand on a fait une vidéo avec on allait interviewer un Anthony Turgis qui avait fait un 10 km seul devant à genre 15 km de l'arrivée, c'était ouf. Et on va le voir, il mangeait des bonbons, on lui fait une vanne, il Et nous surtout, fait une vanne, il nous voit, non, surtout, il nous voit, il nous vanne, il fait mais Non, non, il on nous avait voit. la bonnette Eurosport, il fait les gars pourquoi vous êtes chez Eurosport là, vous avez volé la bonnette et tout. Genre personne ne respecte à chaque fois. Et du coup, c'est trop drôle d'avoir cette relation avec les pros. Tu vois, même on allait visiter le bus de. Décathlon AG2R. Ouais, de Decathlon HG2R, on allait visiter leur bus et on rentre dedans et le soir on met une story dedans parce que du coup c'était pour la vidéo YouTube, du coup en story on teasait le truc qu'on allait le visiter. Et là t'as Dorian, t'as Aurélien Paré-Pinte, t'as Benoît Cosnefroy, Driss de Bonte aussi. Driss de Brune qui viennent tous commenter, qui viennent tous marquer en story putain vous avez volé mes chaussures Non, encore. non. Aurélien il nous envoie. J'espère que vous avez nettoyé mes chaussures les gars. Et du coup ça fait trop plaisir de se faire Accepter. Ouais, c'est comme ça. Ouais, non, hyper cool. D'ailleurs, à l'arrivée finale à Nice, on allait interviewer le premier français, Aurélien. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo cool sur lui. Et, qui nous a expliqué qu'il était dans le top 10 et qu'il a eu un problème technique dans la dernière étape, qui était un peu dégoûté. Mais il a tapé, ouais, il nous expliquait, je tape la roue et un mec qui tape ma roue arrière avant la descente et je sais pas comment, je crève et du coup bah le temps que la voiture elle arrive, le peloton était déjà morcelé, il y en avait de partout et il a jamais pu être vraiment dépanner à temps et du coup il a raté. Mais ouais, en vrai c'est cool d'être sur les paddocks, de faire des trucs comme ça. Faire ouais, un peu de foot, on va faire pas un peu de s'éterniser parce que je pense qu'on aurait 4 heures d'anecdotes à raconter. Mais voilà, on en oublie de ouf. Bah, juste rajouter peut-être le camion de la G2R, du coup le camion de nourriture qu'on allait visiter, grave intéressant aussi. Grâce à Pierre, grosse dédicace à Pierre s'il t'écoute Ouais, le podcast. Pierre, et en vrai, tu rentres et c'est là qu'ils font la nourriture pour tous les coureurs et c'est juste trop intéressant. On a parlé pendant 20-30 minutes avec le cuisinier qui a aussi un métier de fou furieux, quoi, qui suit les courses, qui est cuisiné au Père Gras l'année et qui 160 jours par an va sur les courses de vélo avec la Décathlon G2R pour leur faire à manger. Et c'est trop sympa quoi. Ouais, c'était des moments, plein de petits moments de ouf. De toute façon, allez voir toutes nos vidéos, tout notre contenu, même ce podcast, on essaie de vous en raconter au maximum de ce qu'on raconte pas dans nos vidéos pour que vous ayez les coulisses des coulisses. Mais voilà, hein, super sympa. On a envie de faire plus de courses comme ça s'est bien passé. On a un bon relationnel et les courses, c'est ouf de les suivre comme ça. Même si t'es un peu moins spécialiste parce que tu vois moins la course, effectivement, sur le terrain, t'es tout le temps en mouvement. Ça c'est ouf, hein, on le dit à chaque fois, mais. On en parle même avec les gens sur place ou les gens qui ont été journalistes, tu vois, qui ont été en plateau. Et après, quand t'arrives sur le terrain, bah, en fait, tu vois pas la course à la télé quasiment, où tu vois que des morceaux. Et du coup, bah, t'es moins là à se dire, ah purée, à tel kilomètre quand même, ils ont fait travailler, ils ont fait rouler, ou il a eu un problème mécanique, c'est pour ça qu'il est pas là. En vrai, il y a plein de moments où t'as pas de réseau, t'arrives sur la ligne, tu vois le top 3, tu fais, ah purée, lui, il est pas dans le top 3, il a dû rater sa course, alors que ça se trouve, il est tombé et on l'a juste pas vu, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, bref, plein d'anecdotes à vous raconter, mais de toute façon, n'hésitez pas à venir nous faire vos retours. C'est très important donc, que vous nous fassiez vos retours en message Instagram ou sur nos comptes ou sur dans la tête d'un cycliste. Et comme ça, vous nous aidez à améliorer aussi le podcast. Et nous, on passe à la dernière rubrique, la rubrique Full Gaz avec un E, l'actu féminin. Allez, c'est parti.
Sur Full Gaz, on parle aussi de l'actu féminin et il y avait un peu d'actu cette semaine avec d'abord une course, c'est quoi le Ronde de Drenthe, je sais pas si je le prononce bien. Non, ronde de Van Drenthe. Ronde van Drenthe, excuse-moi. Et c'est le tour de la région de Drenthe aux Pays-Bas et c'est une néerlandaise qui s'impose, c'est Lorena Wiebes qui va s'imposer au Col de Vam. Le Col de Vam, je sais pas si tu t'en souviens, c'était l'arrivée des championnats d'Europe l'année dernière. Ok, donc Là où Mika Brendewald, j'arrive jamais à prononcer son nom, elle s'impose chez les filles. Et là où Laporte fait un sprint de fou furieux à Wout van Aert. ouais, donc une petite. Ça nous a rappelé un peu des airs de championnat d'Europe. Et elle s'impose du coup Lorena Wiebes pour la 4e fois d'affilée. Et du coup, c'est historique. C'est historique, elle bat le record de victoire sur cette course, donc c'est juste abusé. Bravo à Lorena Wiebes avec ses petits liserés de championne d'Europe. Et ouais, c'était sur le bon terrain en plus. Et elle termine devant du coup Elisa Balsamo et Puck Peters qui marche. Puck Peters qui marche de mieux en mieux sur la route. Ouais, elle fait ses saisons de cyclocross, de VDD, mais elle est aussi présente sur la route. On la voit notamment à chaque fois très active sur les Strade Bianche, là ça fait 2 ans. Et c'est vrai qu'elle vient chercher des podiums et tout. De toute façon, on sait les qualités que peuvent développer les cross women et les crossman sur la route. Hein. Oui, clairement, on voit chez les hommes les Pidcock, les Van Der Poel, les Van Aert, on les connaît. À noter la belle 5e place d'une Française, Grégoire. Ouais, Victoire Berthaud, la team Cofidis qui fait 5e et c'est la première française. Joli résultat, c'est cool. Pour l'actu aussi du cyclisme féminin, il y a le parcours de la Vuelta Femina 2024 qui se déroulera du 28 avril au 5 mai, qui est sorti cette semaine. Alors ça va être le premier grand tour pour juste avant le Giro Homme, le premier grand tour. Et ça va être un super parcours avec tout d'abord un départ sur un contre-la-montre de 16 km. C'est cool de voir de plus en plus de contre-la-montre comme ça sur les grands tours féminins. En fait, les contre-la-montre inauguraux, pour ouvrir des grands tours, moi ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'avoir un peu une sorte de défilé, aller entre guillemets des coureuses dans les rues des villes, et du coup les gens se disent ah ouais, il y a une course, ils font des courses de vélo aussi féminines dans les grandes villes, et du coup les gens s'arrêtent, regardent, on va passer les coureuses une par une. T'as vraiment ce truc de ça lance vraiment, ça fait des premiers écarts au général, donc ça lance vraiment la compétition, et je trouve que c'est un bon moyen de lancer les compétitions pour ramener du monde après plus tard sur les routes ou alors des audiences à la télé. Ouais, et pour développer toujours le cyclisme féminin. En plus, elle sera à Valence, le cadre va être superbe, il y aura des belles photos avec les beaux maillots. D'ailleurs, en parlant des beaux maillots, donc il y aura en plus des équipes du World Tour, tu auras l'équipe Winspace qui a un superbe maillot. Moi, j'adore leur maillot. Qu'est-ce que t'en penses? Leur maillot est beau, leur vélo moins beau, je trouve, mais j'aime bien leur maillot. L'équipe Winspace, c'est un peu de toutes les couleurs là, orange, jaune, bleu, clair, violet, ça part dans tous les sens. C'est ça qu'on aime dans le peloton féminin, c'est que les maillots, il y a de la couleur, tu vois. Au moins, ils sont pas tous bleus comme cette année chez les hommes. Et moi je fais une petite dédicace à une équipe féminine avec laquelle je m'entraînais tout le temps en Colombie. Il y a l'équipe Enecat CME Team, anciennement juste CME Team et anciennement Colnago Team. C'est une équipe colombienne de Medellín et je m'entraînais avec eux, avec les filles, avec notamment Andrea Alzate qui va prendre le départ. Voilà, donc trop marrant. Elle était championne de Colombie. Elle a été championne de Colombie, elle a les liserés. Je me souviens, on avait roulé avec elle dans. Oui, on avait fait un col avec elle. Ce long col roulant, on faisait nos 1 minute, 2 minutes. C'était à la Medellín-Bogota. Medellín-Bogota, c'était les autoroutes, c'est même pas d'école là-bas de toute façon. Bah ouais, mais t'avais quand même 17 km à 5%, donc ça grimpe. Ça Andrea. Et donc, grosse dédicace à cette team colombienne qui vient courir en France. C'est très cool de voir le cyclisme latino se développer pas sûr. Ouais. L'Amérique du Sud féminin. Voilà. Venir en Europe et voilà, moi je suivrai cette petite équipe qui va être un peu mes chouchous, même si ça va être dur de rivaliser face aux grosses teams. Vous vous en rappelez la semaine dernière, le débat c'est est-ce que on peut la SD Works va être partie pour écraser la saison comme l'année dernière, et là on aura une réponse directement après ça, je pense. Ouais, mais déjà là avec les courses du début de saison, on voit qu'ils sont en forme. Du coup, d'abord un contre-la-montre à Valence, ensuite 3 étapes pour les sprinteuses qui vont pouvoir se jouer la gagne. Donc je pense qu'il y aura un beau plateau de sprinters parce qu'elles auront 4 chances en tout avec l'avant-dernière étape. C'est cool de voir un peu du mix aussi des sprints finaux dans les centres-villes comme tu dis. Ouais, dans tous les cas, voilà, c'est un grand tour, hein. Il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour les sprinteuses et il y en aura aussi pour les grimpeuses avec 3 arrivées au sommet en fin de semaine, avec la fameuse arrivée à la Laguna Negra qui fait des écarts chaque année et qui est quand même magnifique. Donc voilà, impatient de voir ça. Tu nous parles juste vite fait de l'étape Rennes. Ouais, l'étape Rennes, ça va, donc c'est la dernière étape pour l'étape Rennes, c'est cool. Du coup, ça finit à Val d'Eschi. Et c'est une étape qui va être vraiment très compliquée. Donc ce qui est cool, c'est que le suspense va être tenu jusqu'à la fin. Et avec la dernière ascension qui va être donc l'ascension du Puerto de la Moncula.
et ensuite un col de première catégorie pour terminer. Le spectacle va être énorme. Qu'est-ce que t'en penses, Grégoire? Ouais, il va être vraiment magnifique. Je te propose qu'on conclue ce podcast rapidement. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté Full Gaz et on se dit à la semaine prochaine, les gaziers. N'hésitez pas à faire vos retours. Ciao les gaziers.